Madame Paulette Oyanondo est avocate. Elle est présidente d'une ONG des droits de l'homme dénommée le Centre pour la promotion de la démocratie et la défense des droits de l'homme. C'est un centre qui est basé au Gabon. Donc voilà, elle intervient parce que vous avez dû remarquer que contrairement à ce qui est marqué dans le programme, il y a monsieur Calixte Banyafuna qui ne peut pas être avec nous malheureusement pour des raisons de santé. Voilà, donc je vais donner la parole à madame Paulette Oyanondo pour nous présenter donc cette problématique de la France-Afrique. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous donner mon point de vue analytique personnel, comme vous m'y avez invité, sur le thème qui vous occupe et qui concerne le nouveau partenariat entre la France et l'Afrique promu par les nouvelles autorités françaises, ainsi que la possibilité d'aboutir aux alternances démocratiques en Afrique francophone. Toutes les régions du monde font des efforts en termes de gouvernance et des droits de l'homme, sauf en Afrique centrale. Donc, de ce point de vue, toutes les analyses nourrissent le même constat. L'Afrique dite centrale est la seule région du planisphère à ne jamais avoir un seul pays susceptible d'être regardé comme une démocratie de plein exercice. Le redressement de cette question, de cette situation, est donc un impératif politique et humain. Reste à savoir qui le ferait et comment pourrait-on le faire. Aussi longtemps qu'une force solide, courageuse, avec une vraie stratégie n'existe pas dans l'opposition à la dictature en place, les puissances étrangères continueront à appuyer le dictateur pour poursuivre leurs propres objectifs. C'est la dure réalité de la réelle politique. À cet égard, le discours sur l'enterrement de la France-Afrique du nouveau pouvoir français comme une rupture paradigmatique importante et déterminante ne saurait être regardé et célébré sans discussion. Un tel parti pris caricatural serait erroné, ne serait-ce que parce que la France-Afrique n'est pas totalement responsable de tout mots sur le fond démocratique. Une responsabilité non négligeable de la situation africaine, du moins de l'Afrique francophone, sur les fronts politiques, économiques et sociaux, est imputable aux Africains eux-mêmes. Je me permets de prendre, par exemple, un pays que je connais bien, qui est le mien, le Gabon. Au Gabon, les rouages de fraude électorale lors des élections politiques existent bien avant 2009. Même s'il est vrai qu'ils ont été accentués depuis cette date. Mais ce sont des processus purement internes à la classe politique gabonaise, avec un pouvoir qui dispose de sa technostructure administrative, militaire, législative, électorale et judiciaire, entièrement vouée par tous les moyens possibles et imaginables au maintien du pouvoir en place. Et de l'autre côté, vous avez une opposition mal organisée et mal structurée qui est incapable d'empêcher efficacement cette fraude électorale. Peut-être que dans cet exemple du Gabon, la France était au courant de ces projets d'accaparement du pouvoir de manière frauduleuse. Mais il s'agit d'abord d'un processus interne de fraude massive et de confiscation du pouvoir sur lequel la France s'est montrée plus que bienveillante en le tolérant justement au nom de la France-Afrique. Qu'on ne se méprenne pas sur mon propos. Il ne s'agit pas pour moi d'exonérer cette nébuleuse de France-Afrique de sa grande responsabilité sur la confiscation des pouvoirs en Afrique francophone notamment. Mais seulement la possibilité de chasser nos dictateurs du pouvoir par l'expression démocratique relève d'abord et surtout de notre responsabilité. Certes, et c'est heureux, les nouvelles exigences de redéfinition d'un partenariat entre la France et l'Afrique sont évidemment une source de réenchantement du message de la Révolution française de 1789. Oui, la France de François Hollande peut aider un certain nombre d'États francophones à chasser nos dictateurs du pouvoir. Mais c'est aux ressortissants des pays concernés qu'il appartient d'en prendre la plus grande part
car je ne vois pour ma part dans les discours des pouvoirs français actuels qu'une invitation aux Africains à prendre leur destin en main, un encouragement et une revalorisation de notre rôle et de nos initiatives qui seront éventuellement appuyées. Les voix comptent, mais les ressources décident, semble un peu excessif. Il convient tout de même de prendre conscience de ce que les ressources humaines et économiques dont dispose un parti de l'opposition sont d'une grande importance pour exercer son activité. Par exemple, l'opposition, pour remplir sa mission de concourir à l'expression du suffrage universel, a pour fonction principale de contrôler et de critiquer l'action du gouvernement. Et pour mener à bien cette mission, il lui faut une ressource humaine de qualité, composée de juristes, d'économistes ou d'autres personnes qualifiées et ayant des connaissances dans la mise en œuvre de la gestion des politiques publiques. Cela évite de cantonner sa fonction tribunicienne à des formules sommaires, vides, péremptoires, purement politiciennes et qui ne sont appuyées par aucune démonstration technique de ce que l'on affirme, quand bien même une telle affirmation serait vraie dans l'absolu. Par exemple, affirmer que le pouvoir ne respecte pas les règles démocratiques propres à un état de droit nécessite une démonstration articulée de techniques juridiques. De même, affirmer que la loi des finances n'a pas fait l'objet d'une exécution conforme à la Constitution et aux règles et aux lois organiques nécessite une démonstration technique et pas seulement une indignation sincère et fondée. Le deuxième facteur décisif concerne l'organisation de l'opposition. Une opposition organisée est une opposition unie par la même détestation et la même règle de la dictature, et qui soit capable de travailler pour revendiquer et développer le plus de liberté possible, de liberté subjective et de justice sociale. Et nous, souvent, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que souvent, les oppositions sont de connivence avec le pouvoir. La journée, ils disent autre chose et ils se retrouvent dans des cercles concentriques pour dire autre chose. Et du coup, on fait du surplace depuis les années 90 où on a organisé les premières conférences nationales. Ce que les Britanniques appellent un shadow cabinet. D'ailleurs, en France, souvent, les partis politiques d'opposition en ont juste une sorte de gouvernement de l'ombre avec des personnes chargées chacun d'une question spécifique. De telle sorte que le jour où ce parti prend le pouvoir, ils ont déjà travaillé sur l'éducation, ils ont travaillé sur la santé, ils ont travaillé sur la réforme de la justice, ils ont travaillé sur la justice des mineurs, etc. etc. Donc, ce shadow cabinet peut pour critiquer efficacement l'action du gouvernement en place et peut même être le cas, dans le cas d'une dictature, de s'auréoler d'une crédibilité auprès de nos partenaires extérieurs qui sauront qu'il existe une structure dans tel pays capable de remplacer le gouvernement autoritaire concerné dans ses fonctions essentielles. Inutile à cet égard, actualité oblige de vous rappeler des exemples libyens et en ce moment les tentatives occidentales pour organiser et fédérer l'opposition syrienne dans ce qui constituera à plus ou moins brève échéance une alternative au régime du président Bachar el-Assad. Le dernier facteur que je voudrais mentionner concerne la problématique de la formation au civisme et à la citoyenneté. Parce que nous nous rendons compte qu'en Afrique centrale, les sociétés sont un conglomérat d'individus et qu'il n'y a pas de citoyen. Un citoyen est quelqu'un conscient de ses droits et capable de les revendiquer. Ce n'est pas le cas des citoyens de l'Afrique centrale qui ne sont que de simples individus. Car la démocratie, sans une opposition forte, sans une société civile dense, et sans une population composée de vrais citoyens ne peut être effective. Se libérer d'une dictature dépend finalement de la capacité des peuples à se libérer eux-mêmes. Telle est ma conviction et c'est ce que les expériences réussies prouvent. Oui, mes chers amis, les Africains doivent pouvoir s'honorer d'être capables de penser demain autrement qu'aujourd'hui. Il en est ainsi parce que notre avenir n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de ce que nous sommes et avons fait, ainsi que des voies que nous avons empruntées. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, le message que je voulais vous délivrer. Je vous remercie de votre attention et naturellement, je suis ouverte à une discussion générale. Merci, Maître Paulette Oya-Nanzan. Je rappelle aussi que vous avez été membre du gouvernement au Gabon. Oui. Ah, donc voilà. Par exemple. Donc, ce qui veut dire que nous sommes en présence d'une ex-ministre.